Le dimanche de Pâques, le pape François a fait une rare apparition publique qui a rempli d'espoir le cœur des fidèles du monde entier. Moins de 24 heures après ce discours, le Vatican a annoncé sa mort. De nombreuses personnes se demandaient comment son état de santé avait pu se dégrader aussi rapidement. Un initié s'est enfin exprimé, et vous ne croiriez pas ce qu'il a à dire sur le Vatican et la mort du pape François. L'horrible vérité. La reconnaissance rapide par le Vatican de la mort du pape François et l'explication médicale transparente n'ont guère empêché l'émergence immédiate de théories du complot. Cette réaction s'inscrit dans un schéma historique. Chaque fois qu'un pape meurt, en particulier dans des circonstances qui semblent soudaines ou inattendues, des théories sur un acte criminel ou des intrigues au sein du Vatican font rapidement surface. La mort du pape François n'a pas fait exception à ce phénomène, les médias sociaux accélérant la propagation des récits spéculatifs. L'émergence de ces théories du complot s'inscrit dans un cadre bien établi de conspiration liée au Vatican, qui précède de longue date le pontificat de François. Ce qui rend le cas de François particulièrement fertile pour de telles théories, c'est la combinaison de ses positions progressistes, l'opposition institutionnelle à laquelle il a été confronté et l'apparente soudaineté de sa disparition, malgré les apparitions publiques quelques heures auparavant. Parmi les théories du complot les plus répandues entourant la mort de François, figure l'allégation selon laquelle des factions conservatrices au sein de l'Église ont orchestré sa destitution en raison de ses réformes progressistes. Tout au long de son pontificat, François a été confronté aux critiques des catholiques traditionalistes, notamment de l'archevêque Carlo Maria Vigano, qui, en 2018, a accusé François de couvrir les allégations d'inconduite contre l'ex-cardinal Théodore Macaric. La lettre de Vigano a alimenté les spéculations sur un complot conservateur plus large, visant à saper l'autorité et les réformes de François. Les positions progressistes de François sur des questions telles que le changement climatique, l'immigration et l'ouverture à l'inclusion des personnes LGBTQ+, ont représenté un changement important par rapport à ses prédécesseurs. Cette approche lui a valu des opposants parmi les conservateurs, qui considéraient que ces réformes diluaient la doctrine catholique. Le pape lui-même était bien conscient de ces tensions, comme en témoignent ses propres mots lorsqu'il a répondu aux critiques des évêques conservateurs américains. Cette évaluation franche de ses détracteurs conservateurs illustre le fossé théologique et philosophique qui a caractérisé une grande partie du pontificat de François. Lorsqu'un pape défend des points de vue qui remettent en cause des groupes puissants au sein de l'Église, l'histoire montre qu'il s'ensuit souvent des théories de la conspiration sur des complots contre lui. Une autre théorie importante qui a émergé au cours des derniers mois de François concerne ce que certains ont appelé une conspiration de l'état profond papal. Cette théorie suggère qu'une faction obscure au sein de la curie romaine du Vatican a manipulé ou dissimulé le véritable état de santé de François pour conserver le pouvoir. Certaines variantes affirment qu'il a été effectivement gelé dans la prise de décision ou même remplacé par un sosie, ce qui a permis aux fonctionnaires de la curie de manigancer et de garder le contrôle. Ces théories ont pris de l'ampleur lors de l'hospitalisation de François en février 2025. Des influenceurs des médias sociaux comme Ottavo, connu sous le nom de 8e roi de Rome, auraient infiltré l'hôpital Gemelli pour prouver que le pape était absent ou déjà mort. Ces personnes ont cité ce qu'elles prétendaient être des failles de sécurité suspectes ou des incohérences dans les rapports du Vatican comme preuve à l'appui de leur théorie. En réponse à ces spéculations, le Vatican a fourni des informations régulières sur l'état de santé de François tout au long de son hospitalisation, notamment une photo de lui en train de concélébrer la messe dans la chapelle de l'hôpital et a diffusé un message vocal. Toutefois, le souffle court du pape dans ses messages a alimenté le scepticisme des théoriciens du complot qui ont suggéré que ces communications pouvaient être trafiquées ou générées par l'intelligence artificielle. Le récit de l'état profond reflète des théories de conspiration similaires dans la politique laïque, projetant une profonde méfiance institutionnelle sur la bureaucratie opaque du Vatican. Le choix délibéré de François de limiter les apparitions vidéo pendant sa convalescence, associé à la tendance historique de l'Église catholique au secret, a créé un vide d'information que les théories du complot se sont empressées de combler. Une troisième catégorie de théories de la conspiration autour de François est liée à des affirmations plus larges sur de supposées influences maçonniques ou mondialistes. Certains catholiques traditionalistes et groupes marginaux ont affirmé que François était lui-même une marionnette franc-maçonne ou mondialiste, travaillant à miner l'Église de l'intérieur. Ces théories sont souvent liées à la consécration par François, en 2022, de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie, qui, selon certains traditionalistes, ne répondait pas aux exigences spécifiées dans les prophéties de Fatima. Le lien avec Fatima est particulièrement important dans les milieux conspirationnistes catholiques. Les prétendus messages de la Vierge Marie à Fatima en 1917 comprenèrent des prophéties sur la Russie et l'Église qui ont été interprétées de diverses manières.
Certaines théories suggèrent que les conservateurs pourraient éliminer François pour empêcher ce qu'ils considèrent comme une consécration inappropriée, bien que, là encore, aucune preuve ne vienne étayer ces affirmations. Ces théories recyclent les tropes historiques anti-maçonniques et projettent les divisions politiques modernes sur la papauté. Elles plaisent particulièrement à ceux qui considèrent l'approche œcuménique et l'enseignement social de François comme une trahison du catholicisme traditionnel, mais elles manquent de fondements crédibles. Pour comprendre pourquoi les théories du complot sur la mort du pape François ont pris de l'ampleur si rapidement, il est utile d'examiner le parallèle historique le plus marquant. Les théories du complot autour du pape Jean-Paul Ier, qui est mort en 1978 après seulement 33 jours de mandat. La brièveté stupéfiante du pontificat de Jean-Paul Ier et sa mort soudaine ont donné naissance à de nombreuses théories de la conspiration qui continuent de circuler aujourd'hui. La théorie la plus répandue, popularisée par l'auteur britannique David Yallop dans son livre In God's Name, paru en 1984, affirme que Jean-Paul Ier a été empoisonné pour l'empêcher de dénoncer la corruption financière au sein de la Banque du Vatican. Cette théorie relie la mort du pape à des personnalités telles que l'archevêque Paul Marcinkus, le cardinal Jean-Marie Villot et les associés de la mafia Roberto Calvi, Michele Sindona et Licio Gelli. Plusieurs éléments ont rendu la mort de Jean-Paul Ier particulièrement propice aux théories du complot. Le Vatican a fourni des rapports incohérents sur les personnes qui ont trouvé son corps et sur ce qu'il lisait au moment de sa mort, et a refusé une autopsie en invoquant le protocole de l'Église. Ces incohérences, combinées aux liens avérés de la Banque du Vatican avec la Banco Ambrosiano, qui s'est effondrée en 1982 à la suite d'allégations de fraude, ont créé un terrain fertile pour les spéculations. Toutefois, des enquêtes ultérieures ont jeté le doute sur ces allégations de conspiration. Le livre A Thief in the Night, publié en 1987 par John Cornwell, affirme que la mort du pape était naturelle et que les erreurs du Vatican étaient d'ordre bureaucratique plutôt que sinistre. Les dossiers médicaux indiquent que Jean-Paul Ier souffrait de problèmes cardiaques préexistants, et les allégations d'empoisonnement au cyanure, revendiquées par Anthony Raimondi en 2019, ne sont pas étayées par des preuves médico-légales. Les parallèles entre Jean-Paul Ier et François sont frappants à plusieurs égards. Tous deux ont été des papes réformateurs qui ont remis en question les structures de pouvoir enracinées au sein du Vatican. Tous deux ont connu des problèmes de santé qui ont été documentés, mais qui n'ont peut-être pas été pleinement appréciés par le public. Et tous deux sont morts à des moments où ils semblaient faire avancer des réformes importantes, ce qui a conduit à d'inévitables questions sur le moment et la convenance. D'autres théories de conspiration historique concernant les décès de papes et les affaires du Vatican fournissent un contexte supplémentaire pour comprendre les spéculations actuelles sur François. Les catholiques traditionalistes radicaux allèguent depuis longtemps un complot vieux de 300 ans, ourdi par des francs-maçons juifs pour contrôler la papauté et mettre en œuvre les réformes libérales de Vatican II. Selon ce récit, les papes depuis 1958, à partir de Jean XXIII, sont considérés comme faux en raison d'un conclave prétendument truqué qui aurait écarté le cardinal Giuseppe Siri. Cette théorie, enracinée dans les craintes antimaçonniques et l'antisémitisme du XIXe siècle, fait de l'ouverture de Vatican II aux Juifs une preuve de la trahison des catholiques. La théorie Siri prétend qu'il a été élu en 1958, mais remplacé par des cardinaux libéraux ou en raison de menaces extérieures. Cependant, aucune preuve ne vient étayer une prise de pouvoir maçonnique ou l'élection de Siri. En fait, Siri est resté fidèle à l'Église et à Vatican tout au long de sa vie, ce qui contredit les affirmations de son éviction. Une autre théorie de conspiration persistante concerne le pape Paul VI, 1963-1078, dont certains traditionalistes radicaux affirment qu'il a été empoisonné, emprisonné ou remplacé par un acteur chirurgicalement modifié afin de promouvoir les réformes de Vatican II. Ces théories sont apparues principalement parce que le soutien de Paul VI à Vatican II et au changement liturgique a aliéné les traditionalistes qui considéraient son pontificat comme une rupture avec la tradition. Là encore, aucune preuve ne vient étayer ces affirmations. Et les problèmes de santé documentés de Paul VI, ainsi que ses apparitions publiques régulières, réfutent la théorie du double. Les conspirations financières ont tendance à être plus crédibles que les autres en raison de la corruption avérée des finances du Vatican. Au-delà de Jean-Paul Ier, les théories du complot relient la Banque du Vatican à la mafia et à la criminalité financière mondiale, suggérant que des papes comme Jean-Paul II ont été menacés pour avoir enquêté sur ces liens. La mort de Roberto Calvi en 1982, retrouvé pendu sous le pont Blackfriars de Londres, est souvent liée aux transactions de la Banque du Vatican. Bien que la mort de Calvi ait été considérée comme un meurtre et qu'elle ait impliqué la secrète loge maçonnique P2 et des personnalités du Vatican comme Marcinkus,
aucune preuve ne permet de relier directement ces événements aux assassinats de papes. Des théories du complot plus modernes entourant le pape François sont apparues lors de son hospitalisation en février-mars 2025 pour une pneumonie. Des comptes TikTok et Telegram ont diffusé des affirmations selon lesquelles François était mort ou frappé d'incapacité. Le Vatican étant censé utiliser des contenus générés par l'IA pour maintenir l'illusion qu'il était toujours en vie. Lorsque le Vatican a publié des photos et des messages audio provenant de l'hôpital, les sceptiques ont affirmé qu'ils avaient été trafiqués ou fabriqués. Ces théories ont persisté malgré les efforts de transparence du Vatican, qui a notamment publié des mises à jour régulières sur l'état de santé du pape et des images de sa convalescence. La situation a montré comment les médias sociaux peuvent rapidement amplifier les récits de conspiration, les influenceurs gagnant des adeptes en promouvant des affirmations de plus en plus farfelues sur l'état de santé du souverain pontife. Dans son autobiographie de 2024, François a révélé qu'un attentat suicide avait été déjoué contre lui lors de son voyage en Irak en 2021 et intercepté avec l'aide des services de renseignement britanniques. Cette menace extérieure confirmée n'a rien à voir avec les prétendus complots internes du Vatican, mais démontre les dangers réels auxquels est confronté un pape qui défie fréquemment des intérêts puissants et se rend dans des régions instables. Plusieurs facteurs expliquent la persistance des théories du complot sur les décès de papes et les affaires du Vatican. Le premier est le secret historique du Vatican. Les opérations traditionnellement opaques de l'Église, des archives apostoliques du Vatican aux règles du conclave, invitent naturellement à la méfiance et à la spéculation. Même la décision de François d'éviter les apparitions vidéo lors de son hospitalisation en 2025, probablement pour préserver sa dignité pendant la maladie, a alimenté les rumeurs sur son véritable état. Les crises institutionnelles au sein de l'Église créent un terrain fertile supplémentaire pour les conspirations. Les scandales d'abus sexuels, la mauvaise gestion financière et les divisions idéologiques, en particulier concernant Vatican II et les réformes de François, ont érodé la confiance dans les dirigeants de l'Église, ce qui rend les théories du complot plus plausibles pour ceux qui sont déjà désillusionnés par les récits officiels. La polarisation au sein du catholicisme y contribue également de manière significative. La tension entre les factions conservatrices et progressistes, amplifiée par des personnalités comme l'archevêque Vigano ou le stratège politique Steve Bannon, fait des papes des champs de bataille pour des luttes de pouvoir idéologiques. Lorsqu'un pape est vu principalement à travers cette lentille polarisée, sa mort ne devient pas seulement une tragédie humaine, mais un jeu de pouvoir potentiel dans une guerre culturelle en cours. L'accélération des médias sociaux a radicalement changé le mode de diffusion des théories du complot par rapport aux époques papales précédentes. Des plateformes comme TikTok et Telegram peuvent diffuser rapidement des affirmations non vérifiées dans le monde entier, comme l'ont montré les 2025 conspirations sur la santé de François. Ces écosystèmes numériques récompensent le sensationnalisme et la controverse, incitant les créateurs à élaborer et à promouvoir des théories de plus en plus extrêmes. Enfin, les précédents historiques donnent de la crédibilité aux théories du complot contemporaines. Des scandales réels, comme les problèmes de la Banque du Vatican dans les années 1980 ou les lignes de rats documentées qui ont aidé les fugitifs nazis à s'échapper après la Seconde Guerre mondiale, créent une base sur laquelle des théories plus élaborées ou infondées peuvent être construites. Lorsqu'une institution a de véritables squelettes dans son placard, il devient plus difficile pour l'observateur moyen de faire la distinction entre une critique légitime et une conspiration sans fondement. Alors, que s'est-il réellement passé le jour de la mort du pape François? La mort du pape Francis. Aux premières heures du lundi de Pâques, le 21 avril 2025, le monde a reçu des nouvelles choquantes du cœur de l'Église catholique. Le pape François, premier pontife latino-américain, est décédé à 7h35 heure locale dans sa résidence du Vatican, la Casa Santa Marta, à l'âge de 88 ans. L'annonce est intervenue moins de 24 heures après que M. François a été vu en public lors des célébrations de Pâques, ce qui en a surpris plus d'un malgré ses récents problèmes de santé. Cette déclaration solennelle du cardinal Kevin Farrell, Camerlengo de la Chambre apostolique, a marqué le début d'une période de transition pour les 1,3 milliard de catholiques du monde. Le Camerlengo, dont le rôle devient crucial pendant la sède vacante, la période entre les papes, a confirmé ce que de nombreux fidèles à travers le monde avaient du mal à croire. Le pape François est revenu dans la maison du Père. Le Vatican n'a pas tardé à donner des précisions sur le décès du pape. Selon le communiqué officiel, François est décédé d'une attaque cérébrale qui a entraîné un coma et une défaillance cardiaque irréversible. Le médecin du Vatican, Andrea Arcangeli, a confirmé la cause du décès par un électrocardiogramme, fournissant ainsi une explication médicale claire au décès soudain du pontife. La transparence de ces annonces est remarquable,
puisque le Vatican a rapidement publié un certificat de décès détaillant l'attaque cérébrale et la défaillance cardiaque, anticipant peut-être les questions et les théories qui suivraient inévitablement un événement d'une telle importance. Ce qui a rendu la mort de François particulièrement choquante, c'est son apparition publique la veille. Le dimanche de Pâques, le souverain pontife, âgé de 88 ans, avait béni les foules depuis la Papamobile sur la place Saint-Pierre et avait même rencontré brièvement le vice-président américain, J.D. Vance. Ces derniers moments publics ont été filmés, montrant un pape qui, malgré ses problèmes de santé connus, semblait engagé auprès des fidèles et des dirigeants du monde entier. Lors de sa brève rencontre avec le vice-président Vance, le pape a échangé des vœux de Pâques et des bénédictions. Une courtoisie diplomatique banale qui, quelques heures plus tard, allait revêtir une importance historique en tant que dernière interaction avec une personnalité politique majeure. Cette juxtaposition, entre un pape publiquement engagé dans les célébrations de Pâques et sa mort quelques heures plus tard, a contribué au choc qui s'est répercuté dans le monde catholique et au-delà. Pourtant, pour ceux qui avaient suivi de près l'évolution de la santé de François, les signes de sa mortalité étaient de plus en plus évidents. La santé du pape se détériorait depuis un certain temps, crise la plus grave étant survenue quelques mois plus tôt, en février 2025. Au cours de cette période, François a passé 38 jours à l'hôpital pour une double pneumonie, une infection respiratoire complexe, qui a également provoqué une insuffisance rénale précoce. Ses antécédents médicaux étaient encore compliqués par un diabète de type 2 et de l'hypertension, ce qui fragilisait son état de santé général. Lorsque François a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome le 14 février 2025, il souffrait de difficultés respiratoires qui ont d'abord été diagnostiquées comme une bronchite. Cependant, la situation s'est rapidement aggravée pour devenir une pneumonie bilatérale, une infection qui s'est avérée particulièrement dangereuse compte tenu des problèmes pulmonaires préexistants du pape. François avait subi une ablation partielle des poumons à l'âge de 21 ans en raison d'une pleurésie, ce qui l'a laissé avec une capacité respiratoire réduite tout au long de sa vie d'adulte. Le 22 février, la situation était devenue critique, le Vatican déclarant explicitement que le pape n'était pas hors de danger. Un langage inhabituellement franc de la part d'une institution souvent prudente dans ses mises à jour médicales. Le pape avait besoin d'oxygène à haut débit et de transfusions sanguines en raison d'une thrombocytopénie, faible numération plaquettaire. Et les médecins avaient noté les complications supplémentaires d'une légère insuffisance rénale et d'un risque de septicémie. Malgré ces difficultés, François est resté alerte tout au long de son séjour à l'hôpital, poursuivant certains travaux et participant à des activités spirituelles. Il a passé des appels pastoraux, notamment à un prêtre de la paroisse de Gaza, et a continué à nommer des évêques, démontrant ainsi sa détermination à remplir ses fonctions papales même depuis un lit d'hôpital. Lorsque Francis a finalement été libéré le 23 mars 2025, c'était dans le cadre de ce que les professionnels de la santé ont appelé une décharge protégée pour se rétablir à la Casa Santa Marta. Sa fragilité était évidente lors de ses apparitions publiques par la suite. Il luttait pour parler, lever son bras et respirer confortablement, dépendant de tubes d'oxygène nasal et d'un fauteuil roulant. Les médecins avaient prescrit une période de convalescence de 2 mois, déconseillant les grands rassemblements pour minimiser les risques d'infection. Dans les semaines précédant Pâques, des signes d'amélioration de l'état de santé du pape sont apparus. Le 11 avril 2025, le Vatican a indiqué que François avait besoin de moins d'oxygène et qu'il avait commencé à faire des apparitions surprises. On l'a vu prier dans la basilique Saint-Pierre le 10 avril et saluer des pèlerins le 12 avril, bien qu'il soit resté dans un fauteuil roulant et sous oxygène portable. Ces apparitions étaient probablement destinées à rassurer les fidèles sur son rétablissement, bien que certains observateurs l'aient décrit comme en phase terminale et extrêmement faible pendant cette période. Les problèmes de santé de François ne se limitent pas à sa récente pneumonie. Au cours de ses 12 années de pontificat, il a été confronté à de nombreux problèmes de santé, en particulier depuis 2020. Fin 2020, une sciatique, une douleur nerveuse chronique qu'il a gérée pendant des années, l'a contraint à manquer les liturgies du Vatican. L'année suivante, en juillet 2021, il a subi une intervention chirurgicale de 6 heures pour retirer 33 cm de son côlon afin de traiter une diverticulite, une affection intestinale douloureuse. En 2022, Francis a développé une douleur importante au genou, probablement due à l'arthrose ou à des problèmes ligamentaires, qui limitent sa capacité à marcher ou à rester debout pendant de longues périodes. Ce problème de mobilité l'a conduit à utiliser régulièrement un fauteuil roulant et à éviter certaines actions liturgiques. Lors d'un voyage à Malte en avril 2022, il a eu besoin d'un ascenseur pour embarquer et débarquer de l'avion papal, et un ascenseur spécial a été installé pour la visite de la basilique, des aménagements pratiques qui reflètent la détérioration de sa condition physique. L'année 2023
a été marquée par d'autres problèmes de santé. En mars, Francis est hospitalisé pendant 3 nuits pour une bronchite, traitée aux antibiotiques. 3 mois plus tard, en juin, il subit une intervention chirurgicale de 3 heures pour une hernie abdominale provoquant de douloureuses occlusions intestinales, ce qui nécessite un séjour de 9 jours à l'hôpital. En novembre 2023, une grippe et une inflammation pulmonaire l'ont contraint à annuler un voyage prévu pour le sommet sur le climat COP28 à Dubaï. Une annulation particulièrement notable compte tenu de l'engagement bien connu de François en faveur des questions environnementales. Alors que l'année 2024 touche à sa fin, la vulnérabilité physique du pape continue de se manifester. En décembre, il fait une chute à sa résidence, ce qui lui cause une contusion au menton. Une deuxième chute, en janvier 2025, lui cause une contusion à l'avant-bras droit, traitée avec une écharpe. Ces incidents, bien que relativement mineurs pris isolément, dessinent le tableau d'une fragilité croissante au cours des mois précédant sa mort. Après l'annonce du décès de François, le Vatican a précisé les modalités de la période de deuil de 9 jours connue sous le nom de Novendiale. Une prière du rosaire a eu lieu à 19h30 sur la place Saint-Pierre, le 21 avril, reflétant le deuil collectif qui avait déjà commencé. Les funérailles devraient avoir lieu 4 à 6 jours après sa mort dans la basilique Saint-Pierre, suivi de l'enterrement selon les souhaits spécifiés par François. Dans un geste caractéristique reflétant son humilité, François avait simplifié les rituels funéraires du pape en 2024. Il a demandé un enterrement simple à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, hors des murs du Vatican, dans la chapelle Pauline, près de l'icône de Maria Salus Populi Romani. Il a demandé que seul le nom Franciscus soit inscrit sur sa tombe, ce qui constitue un changement radical par rapport à la tradition d'inhumation dans les grottes du Vatican, où reposent la plupart des papes depuis le XXe siècle. Alors que la nouvelle de la mort du pape s'est répandue dans le monde entier, les réactions des dirigeants mondiaux ont démontré l'importance internationale des 12 années de pontificat de François. Le président français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer et le roi Charles ont rendu hommage à l'humilité et à la compassion de François. Le Timor oriental, à majorité catholique, a déclaré une semaine de deuil, et l'Empire State Building à New York s'est illuminé en or et en blanc en son honneur. Le pontificat de François, qui a débuté le 13 mars 2013, a été marqué par des réformes progressistes, notamment en faveur de la lutte contre le changement climatique, des droits de l'homme, de l'immigration et d'une approche plus inclusive à l'égard des personnes LGBTQ+. Il a canonisé 942 saints, plus que tout autre prédécesseur, et a effectué 47 voyages internationaux, bien qu'il n'ait jamais visité son pays natal, l'Argentine. Sa mort a déclenché la période 7 vacante, au cours de laquelle le cardinal Farrell a supervisé les opérations du Vatican jusqu'à ce qu'un conclave, attendu dans les 15 à 20 jours, élise un nouveau pape. Pourtant, alors même que les processus officiels de deuil et de transition commençaient, la soudaineté du décès de François, survenant si peu de temps après ses apparitions publiques à Pâques, a inévitablement soulevé des questions. Aujourd'hui, le Vatican est sous pression alors qu'il réagit au changement. La réponse est l'héritage du Vatican. Face aux nouvelles théories du complot entourant la mort du pape François, le Vatican a maintenu une approche de transparence et de dignité, poursuivant ainsi une stratégie qui a caractérisé une grande partie du pontificat de François lui-même. La réponse de l'institution a été multiple, abordant à la fois l'organisation pratique des funérailles et les spéculations inévitables sur les circonstances du décès du pape. La réaction immédiate du Vatican a consisté à fournir des informations médicales claires sur la mort de François. En déclarant explicitement qu'il est mort d'une attaque cérébrale ayant entraîné un coma et une défaillance cardiaque irréversible, les responsables de l'Église ont établi une explication concrète qui ne laissait que peu de place à l'ambiguïté médicale. La confirmation par le médecin du Vatican, Andrea Arcangeli, au moyen d'un électrocardiogramme, a ajouté une crédibilité clinique à l'annonce. Cette transparence médicale s'est étendue à la publication d'un certificat de décès détaillant la cause de la mort du pape. Une démarche inhabituelle qui suggère que le Vatican avait anticipé les questions, étant donné l'apparition publique de François, quelques heures seulement avant son décès. En fournissant ces informations de manière proactive, les responsables du Vatican ont semblé répondre directement à d'éventuelles théories du complot, avant qu'elles ne se développent pleinement. Le Vatican s'est également empressé de définir les procédures de deuil et de funérailles qui allèrent suivre, établissant ainsi un calendrier prévisible des événements, gage de stabilité institutionnelle au cours d'une période de transition. Le cardinal Farrell, en sa qualité de camerlengo, a pris en charge la période 7 vacante, supervisant les opérations du Vatican jusqu'à ce qu'un conclave puisse élire un nouveau pape. La communication du Vatican a mis l'accent sur l'héritage de service et de compassion de François, en focalisant l'attention sur ses réalisations plutôt que sur les circonstances de sa mort. Cette stratégie, consistant à souligner l'impact positif du pape, a permis de détourner l'attention du public des spéculations,
et de célébrer son ministère. L'un des aspects notables de la réponse du Vatican a été son adhésion au souhait de François concernant l'organisation de ses funérailles. Le pape avait rationalisé les rituels funéraires papaux en 2024, spécifiant un simple enterrement à la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Ce lieu, situé à l'extérieur des murs du Vatican, dans la chapelle Pauline, près de l'icône de Maria Salus Populi Romani, rompt avec la tradition de l'enterrement dans les grottes du Vatican. François avait demandé que seul le nom Franciscus soit inscrit sur sa tombe, des choix qui reflètent l'humilité qui a caractérisé son pontificat. En suivant ses instructions avec précision, le Vatican a démontré son respect pour la vision de François, tout en contrant tout récit qui pourrait suggérer un soulagement institutionnel à l'occasion de sa disparition. La dignité solennelle de ces dispositions, associée à la période de deuil de 9 jours, novendiale, a donné un ton de révérence plutôt que de calcul politique. La réponse du Vatican à la mort de François reflète son approche antérieure, des théories de conspiration liées à la santé lors de son hospitalisation en février-mars 2025. Pendant cette période de 38 jours, le Vatican a fourni des mises à jour régulières, des photos et des messages audio pour contrer les affirmations selon lesquelles François était mort ou remplacé. Bien que ces efforts n'aient pas totalement étouffé les spéculations, les sceptiques exigeant des preuves vidéo et remettant en question l'authenticité des documents diffusés, ils ont démontré un engagement de transparence qui se poursuit dans la gestion de son décès. Cette approche représente une évolution significative de la stratégie de communication du Vatican. Historiquement, l'Église a souvent été critiquée pour son excès de secret et sa gestion opaque des questions de santé des papes, une tendance qui a contribué aux théories du complot entourant les pontificats précédents. Les rapports incohérents sur la mort du pape Jean-Paul Ier en 1978, y compris la confusion sur l'identité de la personne qui a trouvé son corps et sur ce qu'il lisait à l'époque, illustrent la façon dont les erreurs de communication peuvent alimenter les spéculations pendant des décennies. La papauté de François, en revanche, a généralement fait preuve d'une plus grande ouverture, même si cela n'a pas été sans limite. Ces réformes des finances et des structures de gouvernance du Vatican visaient à accroître la transparence dans des domaines historiquement secrets du fonctionnement de l'Église. Même dans son approche de la mort, François semble déterminé à démystifier les transitions papales, en simplifiant les rituels funéraires qui étaient devenus de plus en plus élaborés au fil des siècles. La réaction du Vatican à la mort de François montre également qu'il est conscient de la manière dont les médias sociaux ont modifié le paysage de l'information depuis les précédentes transitions papales. Pendant l'hospitalisation de François, des conspirationnistes sur des plateformes comme TikTok ont gagné des adeptes en promouvant des affirmations de plus en plus farfelues sur l'état de santé du souverain pontife. La diffusion rapide du certificat de décès du pape et des explications médicales claires permet de tirer des enseignements sur la nécessité d'une information rapide et fiable à l'ère numérique. Malgré ces efforts de transparence, un certain scepticisme persiste quant au récit du Vatican. La transition rapide vers les préparatifs des funérailles et du conclave a attiré l'attention sur son efficacité. Certains observateurs soulignant le contraste entre l'apparition publique de François le dimanche de Pâques et sa mort quelques heures plus tard. Il est naturel de se demander comment un pape qui semblait fonctionner en public a pu succomber à un accident vasculaire cérébral aussi soudainement, bien que les experts médicaux notent que les accidents vasculaires cérébraux peuvent en effet se produire sans avertissement, en particulier chez les personnes ayant les antécédents médicaux complexes de François. Merci de votre attention. Nous vous proposerons bientôt d'autres mises à jour. Découvrez les autres cartes à l'écran.